Bonjour à tous, bonjour. Nous sommes samedi matin, samedi 28 septembre, il est 9 heures du matin à Paris et je vous avais donné ce rendez-vous pour cet échange comme je le fais tous les mois. Nous allons attendre que les différentes personnes qui souhaitent se connecter puissent venir. Donc j'attends encore quelques minutes et puis nous allons démarrer ensemble ce live. Nous sommes ensemble pour 1 heure. Et je vous avais indiqué que le thème serait ce qui va changer pour les Français à l'étranger. Et j'ai reçu déjà pas mal de questions et je vais donc y répondre. Et j'attends donc simplement encore quelques minutes que la plupart d'entre vous puissent être connectés. Même si je sais qu'après on peut regarder le live en différé, j'aime autant profiter du direct et pouvoir recevoir vos questions et vous répondre. Donc nous allons encore attendre quelques instants qu'un maximum d'entre vous puissent être présents. Donc pour vous donner quelques informations, je suis donc actuellement à Paris. J'étais au Vietnam et à Singapour il y a une dizaine de jours et les travaux à l'Assemblée nationale ont repris. Cette semaine qui vient de s'écouler a été marquée par le décès du président Jacques Chirac. J'ai publié hier soir une vidéo dans laquelle je lui rends hommage. Je vous invite à la regarder, essayer de garder une note positive et les choses positives qu'il a pu nous transmettre. Dans la commission des affaires étrangères, j'ai avec moi un de ses anciens collaborateurs qui est très affecté par sa disparition et qui a beaucoup appris de l'animal politique Jacques Chirac. Cette semaine était aussi marquée par l'arrivée en hémicycle, en séance du débat sur la révision des lois de bioéthique, comme elle doit avoir lieu régulièrement. Et le premier article qui a été voté cette semaine, et c'est un débat très long, vous savez habituellement les projets de loi sont débattus sur une semaine, et là ce projet de loi, compte tenu de la complexité du sujet et du nombre de sujets à aborder, ce projet de loi sera débattu en hémicycle sur 3 semaines et non pas sur une semaine. Donc cette semaine, le premier article a été voté ce vendredi, hier, et il s'agissait de la procréation médicalement assistée, accessible pour toutes les femmes. C'est-à-dire qu'on sort maintenant d'une situation de difficulté à avoir un enfant pour des couples hétérosexuels et on passe maintenant à la possibilité d'avoir un enfant pour des couples notamment homosexuels. Voilà, ça c'était ce qui était débattu vendredi. Vous allez encore attendre quelques instants. Pendant ce temps-là, au Sénat, ils débattent d'une loi sur l'économie circulaire dans laquelle il est beaucoup question de traitement des déchets, gestion des déchets, recyclage. Nous avons à partir de mardi l'ouverture de la session dite ordinaire au cours de laquelle le règlement de l'Assemblée nationale sera revu. Et désormais, nous travaillerons dès le matin 9h au lieu de 9h30 et nous terminerons nos travaux le soir à minuit et non plus à 1h du matin. Il sera donné une plus large part aux oppositions, notamment lors des questions au gouvernement qui ont lieu d'avoir lieu 2 fois par semaine. Vous savez, c'est un exercice très formaté au cours duquel on avait 2 minutes de questions, nous comme parlementaires, et le ministre a 2 minutes de réponse, sauf le Premier ministre qui pouvait déborder de son temps. Et puis nous avions la répartition des questions était faite en fonction de l'importance de la taille du groupe politique. Là, les choses seront renversées et désormais, la part sera donnée plus largement aux oppositions puisque nous, majorité, n'aurons que 5 questions et le reste, une vingtaine de questions, sera laissé aux oppositions. Et nous aurons cette fois-ci, alors je crois que c'est 2 ou 3 minutes de temps et en fait, nous pourrons le répartir différemment. Au lieu d'exposer notre question pendant 2 minutes, nous pourrons l'exposer par exemple 45 secondes et garder 1 minute 15 pour la réponse au ministre. Et le ministre pourra en faire de même. Il pourra répondre sur 45 secondes ou 1 minute et garder 1 minute encore de réponse derrière notre réponse. Donc un exercice tout à fait différent et tout à fait intéressant et qui fait qu'il y aura beaucoup plus de débats et d'échanges et sans doute beaucoup plus de spontanéité aussi et ça ne sera pas une mauvaise chose. Voilà, donc ensuite les travaux derrière qui vont arriver sont très vite les lois de finances, comme nous faisons tous les ans au mois d'octobre, novembre et décembre. Pour ma part, je suis
sur le rapport pour avis budgétaire à peu près 2/3 du budget du Quai d'Orsay. Et donc la question, notamment hier encore, j'avais un entretien avec la directrice des Français à l'étranger pour voir et comprendre comment ce ministère va évoluer, comment cette direction va évoluer et quel type de services seront mis à notre disposition, nous, à l'étranger. La bonne nouvelle, c'est que cette année, il n'y a qu'un seul poste consulaire dans le monde qui a fermé au cours de l'année 2019, à Séville en Espagne. Il n'y a pas d'autres fermetures prévues du tout. Donc nous gardons la taille de notre réseau, son déploiement tel qu'il est. Il y a très très peu de réduction d'effectifs, extrêmement peu. Maintenant, pour avoir visité des postes, je suis très vigilante car j'ai trouvé, dans le travail que j'ai fait récemment, que l'attention au temps de travail des employés de nos consulats n'est pas forcément ce qu'elle devrait être, c'est pas forcément facile. Et voilà, je suis attentive à ça car la qualité de service dépend aussi de la qualité du travail de l'agent que nous avons derrière nous. Et aujourd'hui, pour faire simple, on leur a tellement réduit les effectifs qu'ils n'ont plus d'élasticité. Or, il y a des situations qui peuvent demander du temps. Là, si on prend l'exemple du voyagiste qui a fait faillite, on a beaucoup de Français en perdition et qui demandent de l'aide et ça demande beaucoup de temps. Ce temps n'est pas du tout inclus dans les prévisions, dans les anticipations et ça fait des agents qui prennent sur leur temps d'autres choses pour répondre à ces situations d'urgence. Donc ce manque d'élasticité de nos postes consulaires m'interroge et j'aimerais voir comment trouver des solutions, les aider à trouver des solutions pour qu'ils retrouvent un volant d'élasticité et permettent de répondre à toutes les situations que nous pouvons tous rencontrer les uns et les autres. Voilà, je vois qu'il y a déjà pas mal de personnes qui sont connectées, donc on va commencer. Et je vais directement commencer. Alors j'ai vu plusieurs personnes se sont connectées, j'ai vu des noms que je connais qui m'ont contacté par email. Je vois notamment Julien Kounowski de Bruxelles qui s'est connecté. Et je vais tout de suite, sans détour, aborder l'un des sujets dont je sais qu'il vous préoccupe, à juste titre, sur la fiscalité et la réforme de la fiscalité. Donc je pense que vous attendez des réponses et je l'entends tout à fait. Alors, pour revenir, d'abord j'ai bien reçu tous vos messages, j'ai tout lu, j'ai tout compilé et j'ai bien compris l'alerte que vous m'avez envoyée, que vous avez envoyée d'ailleurs également à mes collègues. Nous y travaillons tous. Revenons à l'essentiel. L'année dernière, j'ai donc rendu un rapport dans lequel j'ai fait une proposition de réforme fiscale. Ce que j'observe aujourd'hui, c'est que Bercy, le ministère des Finances, a pioché dans mon rapport certains éléments, mais pas la totalité déjà. Donc l'objectif que j'avais proposé n'est absolument pas atteint. Quel était cet objectif? Pour bien comprendre, je proposais, et laissez-moi développer jusqu'au bout pour que vous puissiez bien comprendre. Vous me l'avez souvent dit, j'ai effectivement parlé de simplification. C'est vrai parce qu'aujourd'hui, nous avons un système, cette année pour l'année 2019, qui fait coexister la retenue à la source et le prélèvement à la source. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers de ça, il s'agit des revenus qu'on touche en France. Il ne s'agit pas de vos revenus à l'étranger. Des revenus qu'on touche en France. Comment se calcule l'impôt? Il y a une partie, jusqu'à 43 000 €, sur laquelle on prélève de l'impôt qui est dit libératoire. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est prélevé, on ne s'occupe plus de cette partie des revenus, on ne s'occupe plus que de la suivante, à partir du premier euro, au-dessus de à peu près 43 000 €. Et puis ensuite, la partie qui est au-dessus, on lui applique un barème, qui est soit un barème avec un taux minimum d'imposition, une partie à 20%, une autre partie à 30%. D'ailleurs, je tiens tout de suite à préciser que la partie à 30%, vous pouvez vérifier, je m'y étais opposée, nous n'avons jamais été d'accord avec ça, et notre groupe politique l'a soutenu parce que c'était une proposition du gouvernement, mais je n'ai pas voté cette augmentation du taux de 20 à 30. Et sinon, il y a possibilité, au moment où on remplit sa déclaration, de cocher une case pour dire, écoutez, voilà, je vais vous dire combien je gagne dans le monde, et sur l'ensemble de ces revenus, vous allez calculer un taux d'imposition moyen, mais ce taux moyen ne sera appliqué qu'à la partie des revenus au-dessus de 43 000 €. Donc, deux façons de calculer l'impôt. Et ça, il s'agit uniquement des revenus d'activité, car pour ceux d'entre vous qui ont un loyer, qui ont gardé un logement en France, qui le mettent en location, par exemple, je pense à certaines personnes qui le font en prévision soit de leur retour en France, soit de leur retraite. Ce revenu foncier, lui en revanche, n'est pas du tout soumis à la partie de 43 000 € qui est libératoire. Il est directement soumis soit au taux minimum 20 puis 30, soit à un taux moyen s'il déclare l'ensemble de ses revenus mondes. Petite précision aussi, quelque chose qui n'est pas écrit, mais que je vous dis,
c'est que lorsque un contribuable déclare ses revenus mondes et que le calcul du taux moyen le ferait tomber dans un taux, parce que ses revenus mondes sont élevés, le ferait tomber dans un taux qui soit au-dessus des 20% minimum ou 30% minimum, les deux taux sont dans les tranches, la direction d'impôt des non-résidents prendra toujours en compte le taux le plus favorable. Donc, je tiens à le préciser. Donc, je reviens à cette réforme. Et donc, la multiplication des systèmes, retenue à la source, prélèvement à la source, pour certains revenus, pas pour d'autres, tout ça a été compliqué, illisible, et je peux vous dire, encore cette année, je reçois des tonnes de contestations du montant appelé, soit parce que les gens n'avaient pas bien rempli, parce que c'est compliqué de remplir correctement la déclaration, elle n'est pas claire du tout, franchement c'est pas clair, il faut le reconnaître, soit parce qu'il y avait une erreur de calcul de la part du Centre des impôts des non-résidents. Et je vous assure, depuis la mi-août que les premiers avis d'imposition ont été envoyés, le nombre de recours que j'ai eu est considérable et que j'ai eu à traiter. Donc il y avait nécessité de simplifier. Ensuite, que proposait la réforme? C'est donc de simplifier d'une part pour éviter ça, d'autre part, il y avait aussi une vision globale qui est de dire, mais attention, si on supprime cette partie retenue à la source libératoire, et je l'avais écrit noir sur blanc dans le rapport, alors il faut qu'on ait accès à des déductions de charges. J'avais dit ciblées, parce qu'on ne va pas prendre des charges sur des dépenses faites à l'étranger, mais les dépenses faites en France. Sur ce point-là, depuis le début, le ministère des Finances n'est pas d'accord. Ils ont simplement accepté la déduction de pension alimentaire. Et ça, dans les échanges, puisque je peux vous dire que depuis le mois de septembre, je suis en échange pratiquement toutes les semaines avec Bercy, je leur ai dit, vous ne pouvez pas supprimer la retenue à la source libératoire d'un côté sans donner de déduction de charge. Ça ne peut pas être ni l'un ni l'autre. Je l'avais écrit dans mon rapport, la simplification passe par l'accès à la totalité du barème des résidents, y compris les déductions de charges. Je ne lâcherai pas là-dessus, je n'accepte pas qu'on pioche dans la réforme comme bon leur semble, sans la mettre en œuvre de façon cohérente. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose que j'avais dit dans le rapport, c'est que je ne voulais plus qu'on prenne en compte les revenus mondes, ça n'a aucun sens, car certains peuvent ne pas avoir envie de les déclarer, ne peuvent avoir des revenus dans un pays tiers et ne pas les déclarer, puis surtout certains n'ont pas les moyens de prouver qu'ils n'ont pas de revenus, parce qu'il n'y a pas de document dans le pays où ils résident pour prouver qu'il n'y a pas de revenus. Donc, il y avait donc 3 points. Simplification, l'accès aux déductions de charges et la non prise en compte des revenus mondes, la seule prise en compte des revenus français. L'année dernière, quand ça a été voté, puisque vous m'interpellez là-dessus, effectivement, d'abord, il y avait un décalage dans le temps, et donc l'idée à ce PLF-là, c'était de revenir, et j'ai déjà revenu avant l'été, j'ai déjà revu les gens de Bercy avant l'été, de revenir à la charge sur ces 2 éléments, que sont les seuls revenus français et la déduction de plus de charges. Pour le moment, j'ai une opposition ferme sur le point de déduction de charges. Les revenus français, ils ne veulent pas non plus en entendre parler. Par conséquent, ça c'est un point sur la réforme. Ça n'empêche pas que cette réforme, même avec ces 3 points, a des conséquences que vous avez tous soulevées très justement sur l'élévation, l'augmentation de l'impôt de certains contribuables, et augmentation qui était dite d'ailleurs dans le rapport. Vous pouvez voir que j'ai un tableau qui à un moment avec des simulations qui le montrent très bien. J'étais parfaitement consciente de ça. Et simplement, ça nécessite un accompagnement, vous l'avez soulevé également. Accompagnement dont vous observez qu'il n'a pas été fait. Donc moi, l'année dernière, oui, Bercy m'a expliqué ce qu'il voulait faire immédiatement, mais je leur ai dit que je n'étais pas d'accord avec certains points, je n'ai pas voté certains des amendements, avec l'idée de revenir à la charge, ce que j'ai fait depuis, je vous dis, les premiers rendez-vous juin dernier, et encore maintenant, et nous avons un mur. Donc, conclusion de ça, je continue à m'opposer à Bercy en leur disant que je ne veux pas que la réforme se mette en place par morceaux, je ne veux pas qu'il n'y ait pas d'accompagnement, même si l'objectif final d'avoir une harmonisation de la fiscalité, parce qu'il y a aussi un point, malgré tout, même si aujourd'hui, si on crée de nouveau la fiscalité des non-résidents, évidemment qu'on irait vers un système qui soit proche de ce qu'on a en France. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une différence entre celui qui est d'un côté qui est en France, celui qui franchit la frontière de l'autre côté, qui sont à 10 km d'écart. Il n'y a pas de raison que ce soit différent, mais pas
avec un écart comme ce que le bout de réforme que Bercy veut mettre en route prévoit. Donc, je continue, et j'ai bien dit à Bercy que, il fallait, et vous l'avez dit, j'ai porté votre parole, que nous voulions, et tous mes collègues l'ont demandé, un moratoire sur cette réforme. Je confirme, je l'ai dit dans la presse, et je continue à le dire, et je le dis à Bercy, et je le répète, moratoire. On ne peut pas la mettre en œuvre. Ce n'est pas une réforme, ce qui se prépare. Ce n'est pas une réforme. En tout cas, ce n'est pas du tout ce que j'avais proposé. Et voir ensuite comment cette réforme peut être accompagnée. Donc, Jean-Louis qui pose la question, qui détient le pouvoir, je pense qu'il ne vous a pas échappé, Jean-Louis, que récemment, le président a effectivement parlé, plus tard que la semaine dernière, de ce qu'on appelle l'état profond. Oui, nous nous heurtons à ça, c'est pas facile. Nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour faire avancer ce que nous portons, une réforme plus simple, plus juste, mais accompagnée et pas brutale. Il n'y avait aucune envie, aucun objectif de brutalité, bien évidemment, dans ce projet. Donc, vous pouvez compter sur l'ensemble des parlementaires français à l'étranger. Nous avons également, pour défendre, d'une part, cette idée de moratoire, mais pas seulement. Pas seulement, le moratoire ne suffit pas, c'est la mise en œuvre de la réforme telle qu'elle avait été prévue. Donc, je continue à le dire, je n'ai jamais dit le contraire, je n'ai jamais changé d'idée, je reste sur cette trajectoire, mais une trajectoire qui est très claire. Nous avons donc des réunions prévues avec Bercy, avec l'ensemble de mes collègues français à l'étranger, avec les 2 rapporteurs du budget, que sont Olivier Véran, Joël Giraud, avec la responsable de la commission des finances, Émilie Cariou. Nous sommes en train de monter cette réunion tous ensemble pour faire avancer dans le sens que je viens de vous indiquer. Mais attention, il y a aussi autre chose à côté qu'il ne faut pas lâcher, sur lequel nous ne lâcherons pas, car c'était votre demande et c'était notre engagement et c'était dans mon rapport, qui est la suppression des prélèvements sociaux sur les revenus fonciers, car les revenus fonciers que l'on a en France, quand on met un logement en location, eux, dans le schéma que je vous expliquais tout à l'heure sur l'impôt sur le revenu, eux ne sont pas concernés par ce prélèvement libératoire. Eux, ils ont directement dès le premier euro, ou bien le taux de 20 plus 30, ou bien un taux moyen si on déclare les revenus mondes. Donc ces revenus-là, eux seraient très favorablement impactés par la réforme, à condition qu'elle soit mise en œuvre correctement. Mais derrière, nous avons toujours demandé, et nous avons d'ailleurs voté contre l'année dernière, enfin nous avons voté pour nos amendements que nous avions déposés, mais nous sommes opposés au gouvernement, plus précisément, pour obtenir la suppression de ces prélèvements sociaux sur ces revenus pour les contribuables hors Union européenne. Là, nous l'avons toujours dénoncé depuis le départ, il y a une discrimination entre ceux qui sont dans l'espace économique européen et la Suisse et ceux qui n'y sont pas, dont moi je fais partie. Et donc, il est important que ces prélèvements sociaux soient exonérés pour tout le monde. Il est impossible maintenant de faire marche arrière pour l'espace économique européen du fait des sanctions possibles de l'Europe, ça c'est acquis, et il reste à l'étendre aux non-européens. Ça, je vous dirais que dans ce que nous présentons à Bercy, l'impôt sur le revenu d'un côté, les prélèvements sociaux de l'autre, ce sont 2 objectifs majeurs et dont je ne veux pas qu'ils nous dévient. Donc nous restons, c'est pour ça que nous allons tous ensemble, nous portons ce message, nous voulons obtenir les 2. Voilà, donc ce que je voulais vous dire sur la fiscalité, donc demande d'un moratoire minimum avec réflexion approfondie sur oui ou non, êtes-vous d'accord pour la réforme et sinon c'est pas la peine, qui se débrouillent entre eux avec leur complexité, c'est leur problème, on continuera à faire des recours, ou bien application de la réforme avec un accompagnement, mais une réforme complète, pas par morceaux. Voilà ce que je voulais vous dire sur la fiscalité, donc vous pouvez compter sur moi. Par ailleurs, dans l'application de effectivement ce qui a été voté au PLF 2019, donc en novembre 2018, indiquait une mise en œuvre au 1er janvier 2020. Donc, pour cela, j'attends également de voir la façon dont la direction de l'impôt des non-résidents doit mettre en œuvre la réforme. Il n'y a aucune indication, si je ne me trompe pas, lorsque vous avez rempli votre déclaration au mois de mai, dans votre formulaire CERFA à côté, il n'y avait rien qui était porté sur cette réforme.
Donc c'est un point important. Donc je pense que même au niveau de Bercy, ils ne savent même pas comment ils vont la mettre en œuvre. Donc nous portons ce message, moratoire, accompagnement ou rien. C'est-à-dire pas de réforme. Quand je dis rien, c'est pas de réforme. Voilà, donc le message que nous porterons, je reviendrai vers vous. Si j'ai des informations avant le prochain live, je reviendrai vers vous avant le prochain live pour vous tenir au courant. Je n'ai pas de raison de vous faire attendre et je comprends tout à fait votre inquiétude. Elle est reçue 5 sur 5 et elle est transmise. Vous pouvez compter sur moi, mais aussi sur tous mes collègues, Roland Lescure, Paola, Amélia, etc. Tout le monde, nous portons tous le même message. Nous sommes solides sur ce que nous portons. Voilà, alors, j'essaie de reprendre les questions dans l'ordre. Alors, je reprends... Alors, on me pose des questions sur la durée du moratoire. Si on demande un moratoire, c'est pour la totalité de l'année 2020. Ça ne peut pas être pour un morceau. Hein. Voilà, pour une loi de finances, quand une loi de finances est votée, elle est pour la totalité de l'année. Ça ne peut pas être par morceau. Donc, ça ne peut être que pour la totalité de l'année 2020, donc des revenus. Donc, pour les revenus 2019, alors en plus 2019 et 2020, puisqu'il y a la superposition retenue à la source, prélèvement à la source. Enfin, en tout cas, pour l'impôt qui serait appelé en 2020, il y aurait moratoire, c'est ce que nous portons. Et donc, la question qui m'est posée sur... et vous pouvez compter sur moi, hein, ça c'est certain, je n'ai pas l'habitude de ne pas tenir parole. C'est déjà le message que j'ai porté, j'ai bien reçu tous vos dossiers, c'est déjà le message que nous avons porté. La suppression de la CSG-CRDS, donc je viens d'en parler, c'est aussi ce que nous portons. Alors vous regarderez d'ailleurs, dans les questions écrites que j'ai faites au gouvernement, je leur ai posé une question à laquelle évidemment je n'ai pas de réponse, mais je sais que mes collègues rapporteurs du budget ont également posé la question au ministre, tout simplement, combien ont rapporté les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine des contribuables hors Union européenne, pour qu'on ait clairement le chiffre. Il y a un chiffre qui circule, mais ça n'est qu'un chiffre qui circule, je n'ai pas une source précise avec des données auxquelles on puisse se fier. Il y a un chiffre qui circule de 50 millions d'euros. Ça serait pour la totalité. Or, vous savez que l'exonération ne porte que sur une partie des prélèvements sociaux. Les prélèvements sociaux aujourd'hui font 17,2%, et la partie qui est exonérée pour les Européens aujourd'hui représente 9, quelque chose % à peu près, 9,2% ou quelque chose comme ça. Donc le reste restant prélevé. Donc cette partie de 9,2 est donc une partie seulement des 50 millions qui représentent la totalité. Donc on est vraiment sur beaucoup moins que 50 millions d'euros. Donc j'espère, puisqu'il a été dit qu'il y avait une baisse d'impôts pour cette année à hauteur de 5 milliards d'euros, je voudrais que soient inclus ces prélèvements sociaux dans cette baisse d'impôts. Donc là aussi, on pousse, je peux vous dire que la pression est forte de la part de tout le monde. Et là, cette année, j'ai senti qu'il y avait beaucoup plus de réactivité, puisque même les rapporteurs du budget, qui sont de mon bord politique, étaient très opposés les années passées à cela. Il faut savoir que l'un des rapporteurs du budget pour la sécurité sociale, qui touche à ces prélèvements, qui s'occupe de ces prélèvements-là spécifiquement, il a suivi la réforme Hollande en 2012, parce qu'il était déjà député dans la précédente législature. Et lui, depuis le début, son réaction, c'était... Il est de mon bord politique. Hein. Et il dit, oui, ça fait tous les ans, les Français à l'étranger, vous nous demandez ça. Bon. Donc, là, cette année, pour la première fois, au lieu de m'opposer cette réponse, il dit, oui, je sais, j'ai vu ça, il faut qu'on s'en occupe. Voilà. Et il a posé une question au ministre sur le montant appelé. Donc, je sens un mouvement. Voilà. Donc, nous poussons également cette prise en compte de l'exonération, la discrimination qui est faite entre les résidents de l'espace économique européen et la Suisse et ceux qui n'y sont pas. Donc ça sera poussé. Alors, voilà ce qu'on pouvait dire sur la fiscalité, et dont je rappelle aussi l'année dernière, ce qui avait été acté, c'était donc la déduction des pensions alimentaires, en sachant que pour ceux qui ne peuvent pas forcément prouver que le pays dans lequel ils résident ne procède pas à une déduction des pensions, le Centre des impôts des non-résidents accepte les déclarations sur l'honneur, parce qu'ensuite ils se renseignent auprès du pays, ils ont des contacts avec leurs homologues dans le pays en question, et pour pouvoir appliquer et voir que la déclaration sur l'honneur correspond tout à fait à la réalité. Je réponds tout de suite à une question en direct. L'impôt basé sur la nationalité, c'est
Non, un non, mais catégorique. D'ailleurs, le rapport qui a été rendu le 17 septembre à l'Assemblée avait été réalisé à la demande du groupe France Insoumise. Plusieurs parlementaires y ont participé. Lisez ce rapport, vous verrez que clairement les conclusions du rapport sont « c'est impossible à mettre en œuvre ». Et je peux vous dire que j'en suis extrêmement contente. Heureusement que c'est impossible. Il n'en est pas question. Moi, j'y suis fermement opposée, mes collègues y sont fermement opposés, et le rapport dit bien « c'est impossible ». Donc, ça n'est pas possible pour plein de raisons. Moi, d'abord, philosophiquement, je ne le souhaite pas. Sur le plan de la vision, ça n'est pas du tout une vision que je porte qu'un impôt lié à la nationalité. On voit d'ailleurs la complexité pour les Américains de le mettre en œuvre et les difficultés dans lesquelles ça plonge un certain nombre de nos ressortissants français qui se retrouvent être américains dits accidentels parce que par accident ils sont nés aux États-Unis et bon sang ça peut arriver et après ils n'ont jamais vécu, n'ont aucun lien avec les États-Unis. Donc ça c'est un non catégorique sur le principe. Et ensuite, de toute façon, s'il venait l'idée farfelue à quelqu'un de remettre la chose sur le tapis, c'est techniquement impossible car cela nous obligerait à renégocier plus d'une centaine de conventions fiscales. Or, la négociation d'une convention fiscale, il faut juste savoir que c'est entre 10 et 20 ans. Donc, c'est techniquement impossible. Donc, pour toutes ces raisons, vision, philosophie et technique, impossible. Voilà. Donc, Thomas Dubuis qui pose la question des déductions d'impôts, est-ce que ça complexifie pas? Non, pas plus que les résidents. Pas plus que les résidents, Thomas, puisque les résidents aussi produisent des justificatifs et les déductions de charges s'entendent sur des dépenses faites en France, pas sur des dépenses faites dans votre pays de résidence, bien entendu. Donc en France, on a l'habitude de donner des justificatifs, donc il n'y a pas de souci, ça s'obtient assez facilement. Donc il s'agit bien de dépenses, et je l'avais écrit dans le rapport, dépenses faites en France. Voilà. Donc ensuite, les pensions alimentaires, oui, c'est pour un conjoint resté en France, c'est pas pour un conjoint qui résiderait ailleurs. C'est pour qu'il n'y ait pas de double imposition, puisqu'aujourd'hui, quand vous êtes en France et que vous versez la pension à un conjoint en France, le conjoint la déclare et vous la déduisez de votre revenu. Ça, c'est pour le résident fiscal. Dès que vous franchissez la frontière et que vous devenez non-résident fiscal, on vous supprimait la possibilité de le déduire de vos revenus français. Le prétexte, c'était que vous pouviez peut-être le déduire de vos revenus là où vous résidez. Ça, c'est à prouver. Et justement, c'est ce que demande le fisc, c'est d'apporter la preuve, même sous forme d'une déclaration sur l'honneur, que ça n'est pas prélevé, ça n'est pas pris en compte dans votre pays de résidence. Mais évidemment, il reste toujours la condition que l'ex-conjoint soit en France et le déclare. Et donc, cette fraction, cette partie de revenu, qui est la pension alimentaire, soit bien déjà imposée. L'objectif, c'est que la pension soit imposée quelque part. Ou par celui qui la perçoit, ou par celui qui la verse, mais pas par les deux. Or, dès qu'on était non-résident, les deux payaient un impôt sur cette fraction de revenu. Donc, ce n'est pas acceptable. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu cette réforme, pour que la pension alimentaire ne soit pas taxée 2 fois en France. Alors, ensuite, l'autre point dans la fiscalité, c'était la niche. Alors, un petit mot sur la niche immobilière Pinel. Quand un contribuable avait investi dans un dispositif Pinel, qui est un avantage fiscal lié à l'achat immobilier de neuf, dès qu'il quittait le territoire français, son avantage Pinel tombait. Or, on peut avoir à partir de France un moment qui n'est pas calculé par rapport au moment où on a fait cet investissement Pinel. Donc, il a été décidé l'année dernière que cet avantage Pinel serait maintenu après le départ de France. Il reste inaccessible une fois qu'on est à l'étranger, mais il est maintenu au-delà du départ de France, ce qui était beaucoup plus juste. Ensuite, quand on fait une plus-value immobilière, quand on vend un bien immobilier en France, il a été aussi prévu que lors d'une première vente par un non-résident fiscal, la première vente de ce bien immobilier, il y a une exonération possible d'impôt sur les plus-values. Elle était seulement pour les 5 ans qui suivent la sortie du territoire français, et cette durée a été portée à 10 ans, ce qui tient compte beaucoup plus de la réalité de ce que sont les Français à l'étranger, qui restent beaucoup plus longtemps à l'étranger aujourd'hui. Donc ça, c'est une autre chose qu'on avait obtenue. Ensuite, l'exonération de la plus-value lors de la vente de sa résidence principale. Il y avait une difficulté, car là aussi, quand on quittait la France, parfois on doit rester dans son logement dont on est propriétaire jusqu'au bout. Ensuite, on quitte la France, et une fois qu'on est de l'autre côté, on mettait en vente son logement. Et là, le simple fait d'avoir quitté la France, du jour au lendemain,
notre résidence en France basculait dans un statut de résidence secondaire. Donc ça a été modifié et désormais on aura un délai de tolérance de 1 an pour avoir la possibilité de vendre son logement. Comme d'ailleurs c'est le cas en France, quand on déménage entre deux villes et qu'on change sa résidence principale, en France, comme contribuable résident, on a aussi une tolérance de 1 an pour vendre sa résidence principale avant qu'elle bascule dans un régime fiscal de résidence secondaire. Donc ça, c'était très important. Je voyais juste un petit mot passer sur le plan, oui, M. Thomas Dubuis qui dit, sur le Pinel, la déduction est déjà possible avec le plan Schumacher. Oui, mais enfin, Schumacher, c'est une partie des contribuables non résidents. Il y en a, sachez qu'aujourd'hui, 1/3 seulement des résidents sont dans l'Union européenne et 2/3, ils sont hors espace européen. Donc, il faut aussi penser aux autres. Donc, cette déduction n'était pas possible pour les autres. Donc, on travaille aussi pour tout le monde, pas seulement pour certains. Voilà, je suis désolée de le rappeler, mais nous sommes 2/3 hors de l'espace européen. Voilà, 1/3 en Europe, 2/3 hors d'Europe. Alors, je note la question sur le bien immobilier acquis en France en 2 rebiens classiques. Bonne question, je ne sais pas. Je ne sais pas vous répondre. Je la note. Je la note et j'essaierai d'avoir la réponse. Schumacher. Alors, le 2 rebiens classique pour... Ok. Alors, ensuite, nous allons passer à la protection sociale. La protection sociale, la première chose que je voulais vous dire, qui concerne certains d'entre vous, nous avons en France, à l'étranger, 1,5 million de personnes retraitées qui touchent une pension de retraite parce qu'elles ont travaillé pour toute ou partie de leur carrière en France. Et elles sont établies à l'étranger et elles touchent leur pension de retraite. Et ceci passe, alors ça concerne beaucoup les résidents, de plus en plus uniquement les résidents hors Union européenne, mais ces personnes, pour prouver qu'elles sont toujours en vie, c'est un mécanisme de lutte contre la fraude, doivent tous les ans, à chacune de leurs caisses de retraite, fournir ce qui s'appelle un certificat d'existence. Or aujourd'hui, on le sait, chaque pensionné, chaque retraité dépend en moyenne de 3,8 caisses de retraite différentes. Ça voulait dire qu'entre 3 et 4 fois en moyenne, et parfois plus, le retraité devait chaque année fournir un certificat d'existence. Donc s'il avait 4 caisses de retraite, 4 fois par an, il fallait qu'il envoie ce certificat d'existence. Et c'était extrêmement complexe pour eux, car d'abord il fallait le faire remplir, même si des autorités locales sont habilitées à remplir ce document. D'abord, il fallait qu'ils reçoivent le document. Dans certains pays, l'envoi du courrier postal pose problème, se fait très difficilement. Ensuite, il fallait, deuxième étape, le faire remplir par une autorité locale, mais comme le certificat est en français, le brave policier thaïlandais, grec, japonais, puisqu'on a même des retraités au Japon, n'acceptait pas de le remplir, ne remplit pas un document qu'il ne comprend pas. Donc à chaque fois, nos ressortissants étaient obligés d'aller au consulat. Or, on n'est pas obligé d'habiter en face du consulat, on peut parfois habiter à 300-400 km, voire plus. Donc c'était des frais pour aller au consulat 4 fois par an, faire remplir le document. Pourquoi ? Parce que s'il n'était pas ensuite renvoyé dans les temps, eh bien la pension de retraite était suspendue. Donc tout ceci était tout à fait injuste et inacceptable. Donc ça y est, j'ai rencontré hier les responsables de la mise en œuvre d'un plan, d'un dispositif qui s'appelle, nous comme usagers, Info Retraite. Le site internet s'appelle Info Retraite. Je vous encourage d'ailleurs tous à aller sur ce site, à créer votre session, que vous soyez en retraite ou pas, car vous verrez qu'ils ont déjà un certain nombre d'informations sur votre carrière et il est important que vous ouvriez un compte pour pouvoir éventuellement compléter d'informations qui n'y figurent pas, dont ils n'auraient pas connaissance. Donc inforetraite.fr. Et cet organisme, dont le nom générique est groupement GIP Union Retraite, a créé un dispositif informatique qui fait que désormais, étape numéro 1, les certificats seront mutualisés pour 37 caisses de retraite. Ça veut dire qu'il n'y aura qu'un seul certificat à remplir par an. Ce qui est quand même beaucoup plus simple au lieu de 2, 3, 4, 5 et plus. Donc la mutualisation sera lancée en octobre, c'est fait, c'est acté, ça fait des années que c'était demandé, c'est fait.
en parallèle avec cette mutualisation qui était la priorité numéro 1, ça sera accompagné de la possibilité pour ceux qui le souhaitent d'avoir accès à la dématérialisation. C'est-à-dire que désormais, chacun sur son compte Info Retraite, il pourra télécharger son certificat à son nom, son certificat vierge, l'imprimer, aller voir les personnes sur place compétentes, agréées, pour remplir le certificat qui prouve qu'ils sont en vie, puis le renvoyer de façon dématérialisée dans leur session. Et automatiquement, toutes leurs caisses de retraite seront informées, recevront ce certificat d'existence. Donc vous voyez que ça simplifie considérablement le dispositif actuel. Ça sera lancé courant octobre. À la fois, le service Info Retraite fera un courrier massif, un envoi postal pour vous informer tous ceux qui sont concernés aujourd'hui. Et puis, il y aura une communication par les consulats, par vos caisses de retraite, par les réseaux sociaux et puis aussi par les parlementaires. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment une avancée majeure. Franchement, tous mes collègues parlementaires des législatures précédentes l'ont demandé, réclamé à corps et à cri. C'était un énorme travail informatique. Et donc, la possibilité de l'envoyer par voie dématérialisée sera optionnelle, vous le choisissez ou pas. Et si vous choisissez l'envoi dématérialisé, automatiquement, vous ne recevrez plus de courrier papier. Donc ça va considérablement changer. Comment ça va se mettre en œuvre? Ça va se mettre en œuvre au fur et à mesure, c'est-à-dire que si vous avez 4 caisses de retraite, la première qui voit votre échéance arriver va vous envoyer cette demande par votre espace Info Retraite, par voie dématérialisée, vous ferez votre premier certificat d'existence et du coup les 3 autres seront informés. Du coup, ça sera cette date unique qui sera prise en compte et vous n'aurez pas d'autres appels dans l'année. Donc, vous aurez de toute façon un courrier qui va arriver là, mais vous aurez le courrier va arriver au fur et à mesure ensuite, parce que vous aurez plusieurs courriers, un premier d'information générale, puis d'autres derrière. Et là, les courriers derrière, c'est au moment de la date anniversaire de la première caisse de retraite qui arrive à échéance. Donc ça, c'est très important. D'avoir cette facilitation, cette simplification, c'est enfin mis en œuvre. Autre chose, il y a également donc un répertoire unique des carrières qui est mis en place, c'est-à-dire que là aussi, toutes les données relatives à nos carrières seront centralisées sur ce site Union Retraite, Info Retraite. Ça a l'air simple en le disant comme ça, mais croyez-moi, sur le plan informatique, c'était particulièrement complexe. J'en profite pour vous dire que la réforme de la retraite qui est proposée avec cette retraite à points fait que désormais les carrières faites à l'étranger ne poseront plus problème, puisque vous savez qu'aujourd'hui on était sur une durée de cotisation ou sur une durée d'affiliation. Donc par exemple, je prends l'exemple des États-Unis où il y avait un accord de coordination pour la retraite qui fait que toutes les années travaillées aux États-Unis étaient prises en compte dans la durée de travail pour savoir quand on pouvait liquider une retraite. Et bien avec le système de retraite par points, les conventions de coordination sur la retraite vont tomber. Elles n'auront plus l'usage direct puisqu'on aura simplement, en tout cas pour la France, c'est pas qu'elles vont tomber, c'est qu'elles auront moins de pertinence côté français puisque seul le montant cotisé sera pris en compte. Et là aussi, nous travaillons, je pousse auprès de la Caisse des Français à l'étranger pour que notamment pour les indépendants, soit accessible la possibilité d'avoir une cotisation minimale, pas liée au revenu, mais minimale, qui corresponde à la retraite minimum au bout du compte, pour qu'on puisse quand même avoir une cotisation minimale, rester dans le système, avoir des points qui s'accumulent quand on aura la retraite à points, ou une durée de cotisation tant qu'on est encore dans la durée de cotisation, et que ce soit non plus facile également pour les indépendants. Donc ça, je pousse et j'espère que ça va être mis en place. En tout cas, je ne lâche pas, je continue à pousser dans le même sens pour favoriser et assurer une protection retraite. Je souligne là aussi que en me déplaçant dans les différents pays, en interagissant avec des responsables de communautés françaises, si vous avez autour de vous des jeunes qui démarrent leur carrière à l'étranger, je sais bien quand on est jeune, la retraite, c'est pas ce qui nous préoccupe le plus. Mais franchement, si vous pouviez les sensibiliser, ça serait fondamental. Car nous avons là un volume important de jeunes qui ne se rendent pas compte de ce que c'est qu'une convention entre deux pays, de ce que sera leur retraite plus tard. Et franchement, si on passe 5 ans à l'étranger, ça passe très vite 5 ans, et qu'on ne fait rien du tout, ça peut vraiment avoir des conséquences importantes au moment de la liquidation de la retraite. Donc vraiment, sensibilisons nos jeunes autour de nous.
Euh, la Caisse des Français à l'étranger s'est donc également réformée cette année et aura une mise en œuvre de son offre assurantielle beaucoup plus lisible, beaucoup plus accessible. En gros, c'était un produit, la CFE, qui était vraiment mis en place pour les entreprises qui envoyaient du personnel. Et là, l'objectif de la réforme, c'est de rendre cette CFE accessible à des gens qui partent sans le soutien d'une entreprise. Car aujourd'hui, tout le monde ne part pas avec le soutien d'une entreprise, loin de là. Juste une petite question que j'ai vu passer sur la réforme de la retraite à points. Alors, la réforme de la retraite à points, le projet, la date, c'est pas avant 2025, c'est-à-dire que ça concernera les personnes nées après 1963, et pour les premières personnes, les 64, etc., c'est donc pour la toute petite fraction qui concerne leurs dernières années de carrière, pas pour le reste, puisque tout ce qui est acquis reste acquis. Donc il y aura une grande période de transition, et en gros, aujourd'hui, l'ensemble des actifs que nous sommes, aucun d'entre nous n'est concerné en totalité par cette réforme. Et aujourd'hui, il y a à peu près 20 et quelques millions de personnes qui sont nées les années 62 et avant, 20 millions de personnes qui ne travaillent pas encore, et pour faire simple, et 20 millions qui sont au début de leur carrière et qui sont nées jusqu'en 1963. C'est toutes ces personnes-là qui seront concernées pour une partie de leur carrière professionnelle par la réforme de la retraite à points. Une partie seulement. Les seuls qui seront concernés en totalité sont ceux qui n'ont pas encore commencé leur carrière professionnelle. Voilà, donc c'est important de le préciser. Je travaille sur ce sujet, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Je suis en contact et je travaille avec une organisation, un groupe qui s'appelle le Cercle Magellan, et qui sont un ensemble de responsables des ressources humaines d'entreprises françaises qui envoient du personnel à l'étranger. Et je travaille avec eux de façon rapprochée pour voir quel serait l'impact de la réforme de la retraite, du système de retraite, de passage à la retraite par points, quel serait l'impact sur nos personnels qui ont une partie de leur carrière à l'étranger. Donc ça, c'est important aussi, et n'hésitez pas à me contacter. Là aussi, chaque cas particulier doit être pris en compte, qu'on n'ait pas d'effet de bord. Donc c'est vos témoignages qui pourront nous aider à prendre en compte un maximum de situations. Alors, je vois encore quelques questions qui arrivent là sur les impôts. Je vous invite à re-regarder mon live, peut-être que vous l'avez rejoint en cours de route. J'ai longuement parlé dans la première demi-heure de la réforme de l'imposition. Donc, je vous invite à regarder le live après, dès qu'il sera partagé à la fin de cette séance. S'agissant maintenant des relations entre les Français non résidents et l'administration, j'ai rencontré hier la responsable de l'administration des Français à l'étranger. Alors, plusieurs choses sont en train d'aboutir, qui sont extrêmement importantes pour nous. Alors, d'abord, ce qui nous concerne tous directement, tous majeurs que nous sommes, c'est le vote par Internet. Le vote par Internet, il y aura un test, à nouveau un deuxième test, en novembre. Et là, je vous invite autour de vous à encourager toutes les personnes que vous connaissez à mettre à jour leurs coordonnées sur le site du consulat, à les vérifier. C'est facile, ça se fait en ligne. Vous accédez au répertoire des Français à l'étranger, à votre session, et vous vérifiez simplement que votre numéro de téléphone et votre email sont bien à jour pour que le test marche pleinement en novembre et qu'on n'ait pas, si on se rend compte, je n'ai aucune idée des résultats du test de juillet, je n'en ai pas les détails. Mais imaginons qu'on découvre lors de ce test que, je sais pas quoi, 20% des gens qui ont essayé d'être contactés n'ont pas répondu au test et qu'on dise « Ah ben non, on ne met pas en route ce truc-là parce que finalement, il y a trop de gens qui ne sont pas à jour de leurs coordonnées », ça serait vraiment, vraiment dommage. Donc vraiment, je fais un appel là, mettez à jour vos coordonnées sur le site de votre consulat pour que vous soyez, si vous avez été retenu dans le panel de testeurs, que le test fonctionne correctement. Donc ça, c'est important. Donc le vote par Internet, donc deuxième test dans le calendrier en novembre, et ensuite en janvier, validation avis donné par l'ANSSI. L'ANSSI, c'est l'Agence nationale de sécurité informatique, qui donnera son avis. C'est elle qui avait posé un veto lors des élections de 2017 en disant non, avec les informations que nous avons, ce système proposé ne nous paraît pas de qualité et il n'est pas envisageable
de faire un vote pour les élections législatives par Internet. C'est pour ça qu'on en avait été privé. Donc là, l'ANSSI rendra à nouveau son avis et on espère bien avoir ce vote par Internet pour les élections consulaires. Ça, c'est vraiment important et on voudrait prouver que ça augmente considérablement le taux de participation. Entre 2014, on avait eu ce vote par Internet, et 2017, on ne l'a pas eu. L'écart de participation n'était que de 2 points. C'est très peu. Donc j'étais un peu déçue, je ne vous cacherai pas de ça. Et ça serait important, si nous obtenons ce que je souhaite et ce que je pense vraiment possible, le vote par Internet en mai prochain, qu'il y ait une participation nettement supérieure à ce qu'elle était en 2014 pour les mêmes élections consulaires. Je rappelle qu'en mai 2020, ce sont les élections consulaires qui auront lieu. D'ailleurs, le ministère, la direction des Français à l'étranger, communiquera largement sur ces élections pour vous expliquer ce qu'elles sont et comment elles vont se dérouler. Deuxième grand projet innovant de la direction des Français à l'étranger, l'extension des horaires d'ouverture pour certains grands postes. Alors, ce n'est pas possible partout parce qu'il y a une question de personnel disponible. Et donc, c'est l'application de la loi pour une société de confiance qui a été votée l'année dernière, et c'est son article 48. Et donc, ce sont des gros postes qui sont concernés, Genève, Luxembourg, Londres. Alors, ce sont des postes européens, entre autres, mais je pense que c'est une avancée importante pour pouvoir rendre les consulats accessibles à tous ceux qui travaillent. Troisième point d'innovation, c'est la dématérialisation de l'état civil. De quoi s'agit-il précisément? Pour toute personne qui a réalisé un acte d'état civil à l'étranger. Tout est enregistré en France, à Nantes. Et aujourd'hui, lorsque vous avez besoin, par exemple, d'un extrait d'acte de naissance, eh bien, il faut écrire à Nantes et ensuite on vous renvoie votre extrait d'acte de naissance par courrier, ce qui pose problème. Là aussi, je l'évoquais tout à l'heure pour les retraités, quant à la diffusion du courrier. Donc, désormais, il va être possible de tout faire par Internet. Vous ferez votre demande par Internet et vous recevrez votre document d'état civil par Internet. Donc, c'est vraiment une avancée majeure. Alors, un point important pour ça, je vous encourage tous à utiliser l'outil qui s'appelle France Connect et qui est l'outil qui vous permet de vous connecter à tous les services publics français de façon simple. Donc vous utilisez cet outil plutôt que d'avoir pour chaque service public un mot de passe, un identifiant et un mot de passe. Vous passez par France Connect et ça sera beaucoup plus simple. Donc faites-le et ça vous permettra notamment d'avoir accès à cela et ça va considérablement simplifier notre relation à notre administration. Quatrième projet innovant qui est dans les tuyaux, c'est la mise en place d'une plateforme d'accueil consulaire mondiale. Le principe, c'est qu'on puisse à tout moment, 24/7, c'est une des propositions de mon rapport, entrer en contact ou obtenir une information de nature consulaire par email ou par téléphone. Et donc, cette année, il y avait un budget qui avait été dégagé pour étudier la faisabilité du projet, est-ce que c'est possible ou non. Et cette année, on monte en puissance pour aller un peu plus loin et voir quelles sont les pistes plus précises de la mise en place de cette plateforme. Donc ça sera vraiment là aussi un outil important et qui va aussi dégager du temps pour nos agents dans nos postes diplomatiques, dans nos postes consulaires, pour être plus sur l'humain et moins sur l'humain, le contact direct, le traitement des dossiers en direct, plutôt que d'être sur un téléphone. Moi j'ai vu par exemple, je crois que c'était à Bruxelles, où la personne à la fois fait l'accueil physique, répond au téléphone et traite les emails. Il y a un moment, c'est absolument plus gérable. Donc cette plateforme sera vraiment une avancée importante. Quelque chose qui nous concerne moins, sauf si nous avons un conjoint d'une autre nationalité que française, c'est le déploiement de France Visa, qui sera un outil qui permettra là aussi de télécharger un certain nombre de documents pour faire une demande de visa directement au lieu de tout avoir sur papier comme c'est fait aujourd'hui. Donc France Visa sera un outil pour faciliter la délivrance de visa, notamment pour les conjoints. Ça me permet de faire une petite digression. S'agissant des demandes de visa, j'ai souvent été interpellée par certains d'entre vous qui ne parvenaient pas à obtenir un visa et un titre de séjour pour leurs conjoints étrangers, alors que souvent ils étaient mariés depuis fort longtemps, avec des enfants, etc. Sachez que je prends en compte, alors je ne veux pas intervenir nominativement, parce que je n'ai pas interféré et ce n'est pas mes valeurs, ce n'est pas ma façon de faire que de forcer la main quelque part sur un cas particulier. Néanmoins, comme je vois que vous êtes régulièrement quelques-uns à me signaler ces situations-là qui, à l'évidence, sont en tout cas
mérite qu'on se pose la question du pourquoi. Systématiquement, à chaque fois que je le peux, j'interroge et j'alerte sur le fait que la façon, les conditions dans lesquelles sont délivrés les visas et les titres de séjour sont critiquables pour le moins pour ce qui est des conjoints d'un Français, d'un ressortissant français. Donc ça, je le porte tout le temps. On en a d'ailleurs beaucoup parlé à l'occasion du débat sur les politiques migratoires. C'est un point que j'ai toujours porté. D'ailleurs, ça me permet aussi de vous apporter l'information suivante. Vous savez que lorsque vous rentrez en France, pour ceux qui décident de rentrer définitivement, si vous n'avez pas de travail salarié ou si vous n'avez pas une entreprise que vous créez directement pour laquelle vous payez des cotisations, vous avez l'obligation, vous êtes soumis à un délai, à une période de carence, un délai de carence de 3 mois avant d'être affilié au régime d'assurance maladie. Alors que, effectivement, dans un certain nombre de cas, certaines personnes étrangères qui arrivent en France peuvent avoir accès directement à cette protection maladie sans délai de carence. Je suis très satisfaite de voir que notre ministre de la Santé et des Solidarités, Madame Agnès Buzyn, est parfaitement consciente de ça. Là, dans chacune de ses interventions dénoncées, et donc ils sont en train de réfléchir à retrouver une équité pour que les Français qui rentrent sur le territoire français ne soient pas impactés de la même façon par ce délai de carence. Donc ça fait longtemps que nous le portons. Je suis très satisfaite d'entendre que là, nous avons maintenant du répondant. Donc c'est une bonne chose et je continuerai à le porter. Sachez, petite précision aussi réglementaire, que pour ceux d'entre vous qui rentrent avec un travail salarié, votre conjoint, il y a une directive qui date de février 2017, ce n'est pas notre mandature, c'est celle d'avant, donc rendons à César ce qui appartient à César, qui dit que votre conjoint n'a pas à subir ce délai de carence. J'insiste car un certain nombre de caisses primaires d'assurance maladie ne sont pas au courant de cette réglementation qui date de février 2017 et impose le délai de carence au conjoint. N'hésitez pas à me solliciter si cela vous arrive, ça n'est pas normal. Il y a une réglementation et je vous en enverrai le texte si besoin. Ça me permet aussi de faire une digression sur le délai pour les retraités d'accès à la carte d'utilisation de la carte vitale. Il y avait, l'année dernière, avait été voté le fait qu'il faudrait désormais avoir eu 15 ans de cotisation en France pour avoir accès à cette carte vitale. De quoi s'agit-il ? Il s'agit simplement que les personnes qui vivent à l'étranger, qui sont retraitées, qui ont donc travaillé en France toute ou partie de leur carrière, qu'elles peuvent conserver une carte vitale, et elles peuvent conserver l'accès à des soins inopinés ou programmés en France pour une durée de moins de 3 mois. Et ce système était déséquilibré car certaines personnes, en ayant une toute petite cotisation, très très peu, pouvaient quand même bénéficier de cet avantage. Et donc, la direction de la sécurité sociale a modifié le règlement et a décidé désormais il faudrait 15 ans de cotisation. Pourquoi ? Parce que la durée moyenne était de 17 ans. Donc, il s'était dit, donc finalement, il y a moins de la moitié des gens qui seront concernés. Mon collègue Roland Lescure a été interpellé sur sa circonscription par des personnes qui étaient lourdement impactées, qui avaient travaillé moins de 15 ans, mais quand même suffisamment longtemps. Et donc, désormais, il a été décidé que c'était pour ceux qui auraient entre 10 et 15 ans de cotisation, ils auront encore une protection, je ne sais plus la durée, enfin, ils auront accès à la carte vitale pour une certaine durée, et ceux qui ont entre 5 et 10 ans de cotisation, de mémoire, c'est 3 ans de protection supplémentaire. En gros, c'est le temps que chacun puisse retomber sur ses pieds et trouver une bonne protection qui correspond à leur situation. Voilà, donc ça c'est mon collègue Roland Lescure qui a poussé là-dessus, qui a obtenu cet ajustement pour que ce ne soit pas là aussi un couperet brutal avec 15 ans et rien d'autre. Donc voilà, c'est par tranche. Moins de 5 ans, en revanche, tous les nouveaux qui ont moins de 5 ans de cotisation n'auront pas accès à cette carte vitale, mais vraiment là il faut comprendre que la cotisation versée, on est quand même sur un régime de solidarité, la cotisation versée est trop faible pour que le système puisse avoir les reins solides et assurer la couverture des soins maladie. Entre 5 et 10 ans, pour les nouveaux, il y aura 3 ans, et entre 10 et 15, il y aura je ne sais plus quelle durée, et au-delà de 15 ans, la carte vitale accessible comme elle l'était jusqu'à présent. Voilà, et puis là, dans les projets innovants, je reviens aux projets innovants de la direction des Français à l'étranger.
Dernière chose, c'est dans 36 pays, la possibilité de l'envoi postal, l'envoi par la poste de manière sécurisée d'un passeport, lors d'un renouvellement de passeport. Vous savez qu'il fallait aller 2 fois au consulat, une fois pour déposer son dossier et puis une fois pour venir le rechercher. Et là, désormais, dans 36 pays, il y aura la possibilité d'avoir un envoi postal sécurisé. Donc plus besoin de se déplacer une deuxième fois. Je pense par exemple à un nouveau-né. Eh bien, nouveau-né, il fallait l'emmener 2 fois. Je pense à l'Australie, qui est concernée par ce projet. Il fallait prendre l'avion une fois pour aller au consulat d'Australie le plus proche, faire établir le passeport du nouveau-né, repartir et revenir une deuxième fois pour revenir rechercher le passeport. Donc désormais, on n'aura plus besoin d'y aller qu'une seule fois en Australie et le passeport sera envoyé par voie sécurisée. C'est quand même beaucoup plus simple. Donc vous voyez que finalement, on a une direction des Français à l'étranger qui doucement se modernise. Voilà, je reste, moi, très sensible à l'accès à nos services publics et au fait qu'à réduire les personnels, voilà, il y a un moment où forcément la qualité de service va s'en ressentir et ça, il faut s'y opposer fermement et s'assurer que nos agents ont une qualité de travail convenable qui leur permet de rendre le service souhaité. D'ailleurs, j'y reviendrai prochainement et dans le rapport pour avis budgétaire, j'ai longuement interrogé la direction des Français à l'étranger sur les bourses scolaires. Il y a une petite modification l'année dernière pour comprendre comment se passe le processus, qu'est-ce qui est améliorable, voilà, et voir si la question c'est est-ce que tous nos enfants français à l'étranger ont accès ou non à une bourse scolaire quand les revenus de la famille ne permettent pas de financer nos écoles qui, il ne faut pas se voiler la face, sont de plus en plus chères. Voilà, on arrive au terme de ce live. Je revois. Donc là, j'ai répondu à cette question-là. Voilà, donc ça j'ai répondu. Jean-Louis qui pose la question des cotisations CFE non déductibles du revenu. C'est une bonne question, hein, je l'avais soulevée, Jean-Louis, ça fait partie des questions que je pousse, effectivement. Oui, attention, ce dont j'ai parlé, la prise en charge, alors ne pas confondre l'aide médicale d'État, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est différent. C'est la protection universelle maladie qui est accessible aux personnes qui sont sur notre territoire et qui sont, je vais vous donner très précisément, c'est pas l'AME, c'est pour ceux qui sont demandeurs d'asile. L'aide médicale d'État, c'est les demandeurs d'asile après 3 mois sur le territoire et sous conditions de ressources. Donc je ne parle pas du tout de l'aide médicale d'État là. Je parlais de l'accession à la protection universelle maladie. Et là c'est tout à fait autre chose. Et je n'ai pas ici. Je n'ai pas ici. De mémoire, ce sont les gens qui ont un statut de réfugié, qui ont accès à la protection universelle maladie sans délai de carence. Ce n'est pas du tout l'aide médicale d'État et qui est pour uniquement les demandeurs d'asile. Donc c'est 2 choses complètement différentes. Et donc c'est cette protection universelle maladie qui est octroyée aux réfugiés. Voilà, donc qui est uniquement pour les réfugiés, pas pour les demandeurs d'asile. Voilà. Donc là, on pourra en reparler si le sujet vous intéresse, si vous êtes nombreux à me poser des questions. Je suis tout à fait ouverte pour qu'on parle de l'accueil des étrangers en France, dans certaines entreprises dans lesquelles vous êtes, vous avez peut-être été confronté à la difficulté d'obtenir un visa de travail pour l'un de vos personnels dont vous avez besoin qu'il rejoigne le siège français de votre entreprise et il était difficile de lui obtenir un titre de travail. Tout ça, on peut tout à fait en parler. Je peux tout à fait organiser un autre live sur le sujet. Voilà, et vous expliquer un petit peu ce qui est en projet, les réflexions qui ont été menées, ce qui sera porté, en tout cas ce que je porte de mon côté. Voilà, c'est un sujet important qui nous concerne indirectement nous aussi à l'étranger. Sans oublier que nous-mêmes, nous sommes tous finalement quelque part des émigrés et des immigrés dans le pays dans lequel nous résidons. Nous ne sommes pas tous, c'est ce que je ne cesse de répéter, nous ne sommes pas tous portés par une entreprise. Le volume de Français qui sont à l'étranger portés par une entreprise diminue d'année en année. Petite précision, vous avez peut-être vu que le nombre de Français à l'étranger avait légèrement baissé cette année. C'est une baisse artificielle. Elle est liée simplement au fait qu'en 2017, il y avait une hausse très importante du nombre de Français inscrits à cause, c'est un grand classique,
des élections et un certain nombre de Français se sont présentés, se sont inscrits pour pouvoir voter. Du coup, ça a un peu artificiellement augmenté le nombre de Français à l'étranger en 2017 et du coup en 2018, moins ont eu besoin de s'inscrire. Donc il y a eu une baisse de 1,7%, mais qui est tout à fait artificielle, même si elle traduit aussi dans certains pays une réalité. La Chine se vide des Français qu'elle contenait, l'Inde aussi, tandis que d'autres pays, le Vietnam, se remplit de Français, pour parler des pays de ma circonscription. Voilà, j'ai largement débordé sur le temps qui m'était imparti. Je reste à votre disposition, je lis vos emails, je vous le répète toujours et je le dis bien volontiers, lorsque je ne réponds pas à un email tout de suite, vous me le renvoyez. Simplement là, par exemple, s'agissant de la fiscalité des non-résidents, vous avez été très nombreux à m'écrire à chaque fois le même mail qui était copié-collé. J'ai répondu à certains, je n'ai pas pu répondre à tout le monde parce que là, le volume d'emails était le volume était trop important et là mes collaborateurs ne pouvaient pas faire face. Voilà, mais en tout cas, j'ai essayé de répondre à un certain nombre d'entre vous. Donc sur chaque sujet, si je ne réponds pas tout de suite, vous revenez vers moi. Après, il ne faut pas hésiter à me relancer. En gros, c'est très simple. Si je n'ai pas fait de réponse sous 48 heures ouvrables, vous considérez le mail est perdu dans la file des emails, il vaut mieux recommencer. Voilà. Je pense avoir répondu à un certain nombre de vos questions. Vous voyez que j'ai des réponses que je vous dois et je reviendrai vers vous, soit par un Facebook Live, soit par voie sur les réseaux sociaux, soit par un mailing, un email. Et d'ici là, restons en contact par email. Bon vent à tous, bon week-end et à très vite.